Bonjour, bienvenue à Détox ta vie. Mon nom est Daniel Genet, conférencier, coach, formateur et fondateur de Détox ta vie. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, la grande chance d'avoir mon ami Jean-Pierre Bonnet, aussi connu sous le nom de JP Bonnet, et qui va être avec nous aujourd'hui pour une entrevue dans laquelle on va parler de plusieurs sujets super intéressants. Et fait que bienvenue JP. Salut Daniel, merci de m'avoir proposé comme ça de m'interviewer sur ce que je fais dans la vie et ce qu'on fait, j'ai envie de dire, parce qu'on est quand même très proches. Donc merci beaucoup, et puis ça fait toujours plaisir comme tu dis si bien, de jaser, ne serait-ce que tout ce qu'on a dit avant là, de commencer cette interview, qui était déjà enrichissant et que les gens pourraient très bien voir, parce que ça leur apporterait déjà quelque chose. Effectivement, fait que, écoute, merci beaucoup vraiment d'avoir accepté d'être avec nous. Puis ce qui est le fun, c'est que tu vas donner plein de trucs, plein de choses qui ont un impact majeur. Que les gens, s'ils y appliquent quelques trucs que tu vas nous donner aujourd'hui dans les conversations, comme tu le fais si bien avec moi quand on se jase, ça va vraiment aider les gens, puis c'est des choses vraiment agréables. Mais laisse-moi te présenter un petit peu, parce que les gens ne te connaissent pas nécessairement. JP, c'est pour nos gens qui nous suivent aujourd'hui, c'est un coach professionnel. Il est niveau PCC, il va pouvoir nous en parler un petit peu plus tout à l'heure. Il est rendu à plus de 1600 heures de coaching. Donc, c'est un coach d'expérience. Il coach régulièrement les gens. Ça fait plus de 30 ans qu'il est dans une chose d'accompagnement, d'encadrement et d'aide des gens. Ça fait plus de 10 ans que tu es coach, que tu te donnes le titre de coach. Tu as été enseignant, tu es maintenant entrepreneur, tu étais plus 20 ans de temps enseignant. D'ailleurs, moi aussi, au début de ma carrière, j'ai été enseignant. Et ce qui est le fun de voir, c'est que si on peut te suivre, tu as un site Internet, tu as une page Facebook qui s'appelle Rends ta vie sublime, dans laquelle tu as des trucs, puis tu as un paquet de façons de partager ton contenu, puis on va en parler un petit peu plus en détail aujourd'hui. Fait que JP, on le sait que tu es quelqu'un d'expérience, mais pour nous éclairer un petit peu plus, peux-tu me dire, au fond, c'est quoi ta spécialité à toi, là? Non, avant, commençons. Toi, là, c'est quoi ton plus grand talent? Pour toi, là, c'est quoi ton plus grand talent? Alors, mon plus grand talent, comme je te disais tout à l'heure, en fait, mon plus grand talent, je crois que c'est de mettre le doigt, mais exactement. Et ce qu'on dit de moi, c'est vraiment avec chirurgie, ça fait plusieurs fois qu'on utilise ce mot, là où ça fait mal. Et je te racontais cette anecdote que finalement, quand je faisais des coachings découvertes au début de ma carrière, même gratuits, j'arrivais tellement à trouver pour la personne ce qu'il lui fallait, que je recevais des mails en me disant « Ouais, c'est génial, j'ai tout appliqué, ça marche, ça y est, c'est parti. » Et je me disais, comme je te l'ai dit, je me disais « Mais zut, j'ai pas de clients, ça les débloque. » Et donc voilà, mon talent, mon don, c'est ça. Et ça, je l'ai depuis très longtemps. Et en fait, j'ai fait une conférence il n'y a pas longtemps sur l'importance et les chaussures de l'autre dans les relations. Et je racontais que les deux phrases que j'ai entendues le plus quand j'étais jeune, jusqu'à au moins 30 et quelques années, c'était Ah, toi, de toute façon, t'as toujours raison, c'est toujours toi qui as raison, tu sais tout, machin, etc. Et la deuxième phrase que j'entendais aussi très souvent de la part des mêmes personnes, c'est 3-4 semaines après, Ah, tu sais, en fait, JP, c'est vrai ce que tu m'as dit, hein, t'avais touché juste, hein, mais ça m'a tellement énervé quand tu me l'as dit, de la façon dont tu me l'as dit, que j'ai pas voulu l'accepter. En fait, là où j'ai progressé, c'est sur la façon de le dire. Et donc j'ai pu exploiter ce don, alors qu'avant c'était finalement un fardeau, parce que je me suis fâché avec des amis, c'était un don pénible finalement de déceler, tu vois, c'est ça quoi, time, comme ça, de déceler le truc qui allait pas. Et aujourd'hui, j'ai appris à dire les choses, je me suis formé au coaching, avec le coaching coactif de CTI, Coach Training Institute, qui est une école anglaise, américaine, pardon, qui a formé plus de 40 000 coachs dans le monde aujourd'hui. Ces coachings découvertes dont je te parlais finalement, je sais dans les 2 premières années, j'ai fait plus de 200 coachings découvertes dans un café, un Starbucks café. Pour ceux qui connaissent pas, on boit du très très bon café, ça vient des États-Unis, mais j'avais une personne à droite, une personne à gauche, une personne de l'autre côté, et je coachais les gens, et c'était des moments extraordinaires. J'ai des anecdotes fabuleuses, et ça m'a formé parce que j'ai appris à coacher n'importe où, avec du bruit, avec des gens qui écoutaient à côté, enfin voilà. Et moi, j'ai ce truc d'arriver vraiment à focuser sur la personne,
Ouais. quoi, des fois, c'est 4-5 minutes. Je le dis pas au client, je peux pas lui dire, tu sais, c'est fini, hein, je suis obligé de faire la séance entière parce que les gens ne comprendraient pas. Il a payé 1 heure, ils comprendraient pas que 10 minutes, c'est fini. Donc, Ouais, je suis tout à je fait fais une d'accord heure, avec toi. mais en 10 minutes, c'est ça que tu dois bosser, point. Ben Bon. effectivement, ce qui est le fun de voir, puis écoute, il y a un mot clé dans ce que tu as dit. Euh, pour moi, ça a une importance majeure. Tu as dit comment on dit les choses aux gens. Parce que moi, dans la vie, bon, c'est une chose très importante. Moi, quand j'enseignais et je remplaçais des professeurs absents quand j'ai commencé ma carrière, je disais aux élèves, et j'ai toujours dit ça à tout le monde tout le long de ma vie, tu peux me dire n'importe quoi. Ça ne veut pas dire que ça va faire plaisir d'entendre, parce que quand on se fait dire des vérités, des fois, on n'est pas content. Mais je dis tout le temps, la façon que tu vas me le dire, c'est plus important que le contenu. Parce que même si tu me dis quelque chose que j'ai amélioré, je suis prête à l'accepter. Je sais que je ne suis pas parfait, que j'ai des choses à travailler. Mais si tu me le dis de façon désagréable, et moi je t'ai dit, tu as deux façons. Tu vas voir le Daniel très gentil qui est prêt à s'améliorer, ou tu vas devoir le Daniel qui n'a pas aimé la façon que tu y as parlé et il n'est pas réceptif pantoute. Et là, tu as une montagne à grimper pour essayer de me faire un changement parce que je suis complètement fermé, parce que je me suis senti attaqué. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui se sent, je ne suis pas paranoïaque, là, je ne me sens pas attaqué facilement, mais la façon qu'on me dit les choses, c'est primordial. C'est la chose la plus importante. Et c'est. Des fois, on a besoin d'entendre les vraies choses. Bien Mais comment sûr. tu le dis? Fait que toi, tu as appris ça à aller dire les choses de façon pour désamorcer la crise, mais aussi aider les gens. Mais si on veut aider les gens, il faut qu'ils soient ouverts. Et tu sais, en fait, donc j'ai pas fait que cette formation de CTI, j'ai aussi fait une formation sur le coaching de relations. Oui. Donc, je suis coaching d'équipe, coaching de relations. J'en suis rendu à plus de 1000 heures de formation en coaching, donc je les compte plus maintenant, mais j'ai vraiment appris à utiliser ce don. Et finalement, ce que j'ai envie de dire aux gens qui nous regardent, c'est que pourquoi je ne savais pas le dire, mais tout simplement parce que j'avais une si mauvaise estime de moi-même. Et si je ne veux pas rentrer dans les détails, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je pense que ce manque d'estime venait du fait que mon père ne m'a pas reconnu. Donc finalement, s'il ne m'a pas reconnu, c'est que j'en valais pas la peine et que inconsciemment, mon estime sur la valeur que je pouvais avoir ne devait pas être suffisamment bonne pour que je puisse savoir dire les choses, pour que je puisse avoir envie de les dire sans amoindrir l'autre. C'est Ouais, ça le truc. Sans effectivement. amoindrir l'autre. Parce que mon estime à moi était tellement basse que en amoindrissant l'autre, je remontais mon estime. Ouais, c'est ça. Hein? Tu dis, je leur descends à mon niveau, donc je me sens pas inférieur. Exactement. Et je finirai là-dessus en disant aux gens, les personnes toxiques qui sont autour de vous sont des personnes qui ont un gros problème d'estime d'eux-mêmes et c'est pour ça qu'ils sont toxiques, c'est pour ça qu'ils vont vous critiquer, c'est pour ça qu'ils vont vous manipuler, c'est pour ça qu'ils vont faire la compétition avec vous, c'est pour ça qu'ils vont être toxiques. Donc, le conseil que je vais donner, c'est de s'intéresser à eux, de comprendre pourquoi ils sont comme ça. Ça vous permettra de réagir et d'interagir avec eux. Et ce que tu disais, toi, dans le sens, si tu me dis les choses correctement, la façon de le dire est important quand vous avez un message à transmettre. Quand vous n'avez pas de message à transmettre, si vous voulez vous exprimer comme d'habitude, vous le faites. Vous n'avez pas de message à transmettre, donc vous avez envie de dire que vous n'aimez pas tel truc, que machin, ça c'est votre problème, c'est vous, vous serez perçu comme avec l'impact que vous avez à ce moment-là, c'est votre problème. Mais en revanche, quand on a un message à donner à quelqu'un, on s'informe de comment il reçoit les messages, de comment il transmet. C'est les talkies, hein, les talkie-walkie. Ouais. Si tu es sur la fréquence 1, moi la fréquence 2, que j'ai un truc important à te dire, c'est à moi de me mettre sur la fréquence 1. Toi, tu sais pas que j'ai un truc important à te dire, tu vas pas venir sur ma fréquence. Donc, mettez-vous Ouais. sur la fréquence de l'autre. Ouais, comme je dis tout le temps, on parle aux gens comment ils veulent, eux, se faire parler, pas comment nous. Ben, j'ai été représentant pendant des années. Si j'avais juste parlé aux gens de la façon dont moi je suis, il y a une partie des gens que je n'aurais pas connecté, là. Hein? Oui. Donc, si ton client, la personne en avant de toi, veut entendre parler d'une certaine façon, ben, si tu veux être sûr qu'elle te comprend, parle-lui de cette façon-là. La base de la vente, c'est de demander au client de quoi vous avez besoin, monsieur. Ben, c'est ça, effectivement. C'est pas de dire j'ai 15 trucs à te vendre. Non, c'est de quoi vous avez besoin. Je vais voir si je l'ai en stock. Effectivement, et c'est un peu Parce que quand tu me parles de la façon de parler, c'est un impact majeur, parce que des fois, il y a des choses, puis souvent, ce qui arrive, c'est que si on le communique mal, notre message est excellent, mais les autres personnes... j'ai quelqu'un, moi, qui m'a dit dernièrement un commentaire par rapport à une de mes vidéos.
Je suis tout à fait d'accord avec certaines affaires qu'il m'a dit, mais la façon qu'il me l'a dit, c'était pas nécessairement, comment je dirais, super le fun. C'était comme, ça sonnait pas, je veux t'aider. Ça sonnait plus, je te critique. Je te dis telle affaire, il y a telle chose. On a tous des choses à améliorer dans la vie, mais quand j'ai reçu ça, je me suis dit, OK, maintenant, moi, j'ai dit, OK, on n'absorbe pas le message. La façon qu'il me l'a dit, ça ne me plaît pas. Mais c'est quoi le message qu'il voulait dire? J'ai été chercher le message, c'est correct. Mais cette personne-là a souvent des problèmes avec les gens en général, se fait pas beaucoup d'amis, se fait plus des ennemis, autant dans ses collègues de travail que dans ses collègues, ses amis, que des fois on dit, bon, là, encore une platitude. Donc, c'est un peu ça, il faut faire attention, parce que la façon qu'on le dit, les gens vont recevoir notre message de façon positive, de façon négative, ou tout simplement, parce que tu parlais tout à l'heure de s'entourer des gens, les gens alentour de nous qui sont toxiques. Bien, moi, beaucoup, je dis aux gens, c'est le fun d'avoir des gens toxiques puis de vouloir les aider. Mais à un moment donné, si tu as 12 personnes toxiques alentour de toi, puis tu sais tout ton jus, tu n'as pas le temps pour les gens le fun. Fait que beaucoup, ces gens-là se font juste écarter de la vie des gens et ils se ramassent un peu tout seuls, là. Fait que faut faire attention comment on dit les choses. Pour moi, c'est primordial. Puis c'est ce que tu disais. Surtout si on a un message à transmettre qu'on veut que l'autre reçoive. Et une dernière astuce pour savoir si ça vaut le coup ou pas de dire ce que vous avez à dire, c'est de vous demander au nom de quoi vous le dites. Est-ce que c'est pour vous soulager? Est-ce que c'est pour rendre service à l'autre? Ou est-ce que c'est parce que vous ne pouvez pas vous empêcher de dire les choses? Et de vous dire après, mais quel impact ça va avoir sur l'autre si je lui dis ça comme ça? De se mettre à la place de l'autre. D'où ma conférence, les chaussures de l'autre que j'avais faite. Effectivement. C'est pour savoir comment communiquer avec quelqu'un, c'est important pendant un moment de mettre ses pantoufles, ses chaussures, ses mocassins et de marcher un peu avec pour comprendre comment cette personne fonctionne et être capable de dire ah bah oui, ah bah je vois. Alors je sais que tu aimes bien ça. Alors écoute-toi, si tu fais ça, et ben ça tu l'auras encore plus. Ben, je peux vous dire que là la personne elle fonce. Hein. Si tu lui dis t'as déjà ça, mais tu l'auras x10. Si jamais tu fais le truc que je suis en train de te dire là, il vole l'autre. Hein. Ouais. Et aussi, puis je vais compléter avec une chose par rapport à ça. Moi, je dis toujours aux gens, est-ce que vous avez eu le mandat de la personne de lui dire vos commentaires, de lui dire les choses? Quelqu'un qui te jase, que tu connais presque pas, puis commence à te dire tes 4 vérités, je ne le connais pas la personne, ou même un ami, des fois, on n'est pas dans ce temps-là. Je ne t'ai pas demandé de savoir c'est quoi les problèmes dans ma vie. C'est pas ton mandat. Ton mandat, c'est d'être mon ami. Oui, je peux te donner, mais à ce moment-là, est-ce que je t'ai donné un mandat? Et surtout, de ne pas oublier que le mandat, si quelqu'un te demande son aide ou ton avis, le but, c'est de l'aider, pas de la détruire. Et des fois, les gens, les commentaires détruisent plus les gens. Hein? Jim Rohn, qui est il est décédé maintenant, mais c'était le mentor de Tony Robbins. Lui, il disait, expliquez les choses aux gens, mais ne les laissez pas dans la merde. Hein? Tu lui shootes un paquet d'affaires, ils se sentent dans la merde, mais tu les laisses là. Tu as juste créé des problèmes, mais tu les as pas aidés à sortir de la merde. C'est exactement ça. Si on doit retenir quelque chose, tu parles de Tony Robbins, ça me fait penser à la PNL. Si on doit retenir quelque chose de la PNL en premier, c'est la façon de faire un feedback. D'abord, un feedback n'existe que s'il a été réclamé. Ne faites pas de feedback aux gens qui vous ont rien demandé. Tout à l'heure, je t'ai posé une question, je te dis, Daniel, est-ce que je peux te faire un feedback? Tu m'as répondu oui. À ce moment-là, tu m'as ouvert la porte en disant bah, tu l'envoies. Et quoi que j'aurais dit, de la façon que je l'aurais dit, comme tu me l'avais autorisé, tu l'aurais accepté. C'est ça la différence aussi. Donc, un feedback non réclamé n'a pas lieu d'exister. Et ensuite, quand vous avez des choses qui vont être désagréables à dire, trouvez déjà qu'il y a forcément quelque chose de bien dans ce que vous avez vu. Donc, trouvez déjà quelque chose de bien à dire. C'est ce qu'on appelle le feedback sandwich. Mettez la personne comment dire, à l'aise, mettez-la, voilà, fais-tu, tiens, ça, tu vois ce que tu as fait là, dans ça, j'ai adoré ça. Mais, ou plutôt que de dire mais, vous dites et, c'est beaucoup mieux. Et si tu changes ça et puis ça, ce truc-là qui est déjà bien fait, ça va devenir exceptionnel. Et ce que j'ai adoré, vous finissez comme ça, ce que j'ai adoré dans ton truc, c'est que tu as eu le courage de te lancer. Et là, je vous jure que votre feedback... c'est ça. Si on a l'impression aussi que ça vient du cœur et que ça vient avec compassion, puis dire, moi, je veux vraiment t'aider, mais c'est ça. Hein? Fait que ça, c'est tout à fait l'affaire. Toi, je t'ai posé une question au départ. On voit déjà ton interaction, comment tu es un super coach. Mais en plus, toi, ta spécialité, là, c'est quoi ta spécialité, toi? C'est quoi tes dadas là, principaux?
ce que j'aime vraiment, alors comme je vous l'ai dit, moi je suis vraiment un débloqueur de situation, hein, comme je te disais, soit une situation amoureuse, soit une situation professionnelle, quelqu'un qui a envie de changer de boulot mais qui n'ose pas quitter l'ancien. Enfin, c'est vraiment, je suis vraiment débloqué, quoi. J'arrive, je sais pas, c'est comme si j'avais un gros pied de biche et que j'arrive, là, c'est un peu l'image un peu violente, mais que j'arrive à soulever le truc et puis qu'il y a, vous savez, on met le pied dans la fourmi, il y a le truc en dessous qui sort. C'est comme ça. Donc, et j'aime particulièrement travailler les relations et l'estime, parce que de toute façon, je dirais les deux autant l'un que l'autre, mais l'estime, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est le socle de notre valeur. Tu me demandais la définition de l'estime, donc la définition de l'estime, c'est la valeur que l'on s'attribue, le niveau de valeur qu'on s'attribue. Alors attention, comme dans toute chose, l'excès ou l'insuffisance est nocif. Donc l'excès de se donner trop de valeur, on risque de devenir un but de sa personne, on risque de devenir prétentieux, Mais en revanche, s'estimer n'est pas mauvais. Se surestimer est mauvais. Mais s'estimer, penser qu'on a de la valeur, être capable de voir ses qualités, de voir sa valeur, d'en parler, d'avoir ce que j'appelle une parole impeccable avec soi-même. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ça, c'est Miguel Ruiz qui a écrit les 4 accords Toltec, enfin les 5 maintenant, et qui parle de la parole impeccable, mais lui, il parle de la parole envers soi-même. Et l'estime, comment ça? C'est que si vous n'êtes pas capable de vous estimer, vous allez avoir énormément de mal par la suite dans les relations, que ce soit au travail, dans vos communautés, dans votre vie, avec votre conjoint, avec vos enfants. Vous allez avoir du mal à avoir de l'estime pour eux parce que pour vous-même, vous n'en avez pas. Donc la relation va être compliquée, l'échange va être compliqué, la réalisation. On travaille tous les deux avec Martin Latulippe, qui est dans l'Académie Zéro Limite. Donc ce sont un rassemblement d'entrepreneurs et le manque d'estime déborde de tous les côtés finalement au sein de cette académie, enfin de cette communauté, c'est une communauté, de cette communauté parce que les gens sont face à des défis et vous savez un défi c'est pas forcément sauter d'un pont à l'élastique, hein. Ça peut être aller toquer à une porte à côté pour demander du sel au voisin. Ça peut être un défi pour une personne. Et alors que l'huile sur l'élastique il en fait 10 par an. Mais en revanche, aller demander du sel, pour lui, c'est un véritable défi. Donc, les défis sont partout et ne sont pas forcément là où il y a du danger. Enfin, du danger physique. Ouais, c'est ça. On est plus dans un air qu'il y a des dangers physiques, là. Exactement. Le danger psychologique est bien plus puissant que le danger physique. Bien plus puissant. Parce que le danger physique, il est là ou il n'est pas là. Le danger psychologique, on peut l'avoir 24 heures sur 24. Il est là ou il est là. Effectivement. Fait que là, c'est ça. Fait que toi, au fond, donc, tu m'as parlé d'estime de toi. D'après toi, l'estime de soi, c'est quoi qui affecte le plus? C'est quoi qui affecte le plus l'estime de soi? Alors, déjà, je voudrais qu'on lève un voile sur une espèce de rumeur qui court aujourd'hui, c'est à la mode. Tout le monde veut travailler la confiance en soi. Sauf que ce que les gens ne savent pas, moi je fais pas mal de conférences pour présenter parler de la vie relationnelle et de la confiance. Et donc je faisais une conférence, je t'en ai parlé tout à l'heure, au Salon Zen, devant une centaine de personnes, et j'expliquais aux gens que souvent dans mes conférences on me dit je passerai à l'action, ou en coaching, je passerai à l'action quand j'aurai confiance en moi. Donc je lui dis dans ce cas-là, ça veut dire qu'on fait ça, puis on dit confiance descend. Et je leur dis en général, on vous retrouve momifié 1000 ans après comme ça, en attendant la confiance. Parce que la confiance, elle ne vient pas comme ça. Momifié, c'est une bonne idée. Ça. Momifié, c'est-à-dire comme Ramsès II, quoi. Ah. C'est tu te retrouves dans une pyramide à attendre la confiance, parce qu'elle viendra jamais toute seule. La confiance, c'est le résultat de la somme d'une somme d'actions. On fait, on rate, on recommence, on réussit, on recommence, on rate à nouveau, on recommence, on réussit, et on accumule de la confiance. Et là, effectivement, on va passer beaucoup plus facilement à l'action, parce qu'on est en confiance. C'est pas qu'on est capable de passer à l'action, c'est qu'on est capable de passer à l'action plus facilement. Effectivement. Et comment est-ce qu'on peut être capable de passer à l'action au départ? C'est en travaillant l'estime, qui est le point de départ. Si on ne se sent pas capable, là on est dans l'estime de soi, on ne s'évalue pas capable. La valeur, elle est égale à 0 ou à 1 sur 100. On ne passe pas à l'action. Donc ce qui est important, c'est de travailler sur soi, à l'intérieur, d'aller explorer quelles sont mes qualités, qu'est-ce que j'ai déjà réussi dans le passé. Est-ce que j'ai pas déjà réussi une expérience similaire à celle-là? Est-ce que j'ai pas déjà fait quelque chose de beaucoup plus dur, mais que j'ai oublié?
Est-ce que je n'ai pas déjà raté et réussi à me relever pour recommencer quelque chose derrière, etc. Et ça, c'est ce qui va nous permettre d'explorer tout ça et de regonfler notre estime de nous, et du coup de dire, ah bah oui, j'ai déjà réussi un truc plus dur que ça, bon ça je vais le faire. Bam, on a remonté l'estime. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'estime, c'est comme la confiance, c'est ça. À un moment donné, vous allez être là, et puis pour X raisons, il y a des obstacles plus gros, ça va baisser un peu. Et c'est là qu'il faut développer une capacité de résilience à trouver le moyen, trouver d'autres souvenirs, trouver d'autres forces qu'on n'avait peut-être pas développées pour réussir à remonter. Et effectivement, les creux sont de moins en moins gros, mais il y aura toujours des hauts et des bas, quoi qu'il arrive. Donc voilà, l'estime, c'est vraiment la base de nos actions. Et si on n'estime pas, on passe pas à l'action. Effectivement, puisque si je vois bien, c'est que tu parles, tu sais, au fond, l'estime de soi, c'est la valeur qu'on se donne à soi. Et c'est pas la valeur que les gens externes nous donnent. Parce qu'il y a des gens là qui sont des gens qu'on adore, que des milliers, des millions de gens adorent, et ces gens-là se sentent comme moins que rien. Et c'est là qu'on voit à quel point ça a un impact, autant quand tu disais tout à l'heure comment on se parle, parce que s'il fallait des fois, s'il fallait s'enregistrer, être capable d'enregistrer les propos puis la façon que des fois nous on se parle envers nous-mêmes, on ferait jamais ça avec les autres, mais nous on se donne, on se lapide et on se flagelle directement. Je vais te faire un petit exercice qui va durer 2 minutes, même pas 1 minute. Tu vas voir, on peut toujours se trouver une qualité, et tu vas voir pourquoi. Donc, je vais te demander de penser à quelqu'un que tu admires, qui vraiment pour toi est une icône. Tu vas y penser, tu vas t'en imprégner. Et quand tu en es bien imprégné, tu vas y trouver une qualité. Tu vas me sortir une qualité de cette personne, la plus grosse que tu vois. Tu veux que je te la dise? Oui. Motivation. Voilà. Un bon motivateur, là, quelqu'un qui a te faire passer à l'action. La personne, c'était Tony Robbins. Tony Robbins. Ok. Donc, tu as vu, Tony Robbins, tu l'admires, tu as trouvé une qualité. Maintenant, tu vas penser à Hitler. Pense à Hitler. Tu penses à Hitler. Pense à tout ce qu'il a fait, etc. Trouve-lui une qualité. Ben écoute, un mobilisateur de gens. On a tous des qualités. Tous. C'est simplement qu'on ne va pas les chercher. On ne va pas les chercher en nous. On ne veut pas creuser parce qu'on a peur de ce qu'on va découvrir. Et travailler l'estime, c'est ça. C'est oser aller découvrir des choses qui peut-être ne vont pas être faciles à surmonter. Ne vont pas être faciles à dépasser. Et c'est là où nous, on entre en jeu, c'est qu'on va être capable d'accompagner les gens, on va être capable de les aider à descendre et à trouver des choses. Et juste, on va leur donner les outils pour qu'ils les utilisent. On n'a pas les solutions miracles, il faut arrêter de croire ça. Hein. Alors, à tous ceux qui pensent que changer, c'est facile, vous pouvez éteindre le poste, c'est fini. Hein. C'est pas facile, changer. Donc, n'attendez pas que ce soit facile. Et j'ai envie de vous dire, tous les coachs qui vous disent que ça va être facile avec leur méthode, ce sont des menteurs et vous allez en chier des ronds de chapeau avec eux aussi. Sauf que peut-être vous aurez de moins bons outils parce que s'ils vous disent que c'est facile, donc ce n'est pas facile. C'est un travail de tous les jours. Même moi, je continue de travailler sur moi. J'ai un coach. Je me fais superviser. Avec ma femme qui est formée au coaching aussi, souvent on se co-coach, si je puis dire ça comme ça. C'est un travail... Et plus on va y mettre de bonne humeur et de bonnes ondes, et plus ça sera agréable de le faire. Même si c'est désagréable ce qui est en face de nous. Puis quand tu parles de coaching, c'est super bon. Puis moi, je vais me rajouter une petite affaire avec ça, c'est le pouvoir des pairs. Les gens qu'on côtoie régulièrement, ça peut être des gens qui nous tirent vers le haut ou des gens qui nous tirent vers le bas. Et toi, quand tu as une bonne conjointe ou tu as des bons amis, tu as des bons contacts, des bons gens qui vont te dire les vraies choses, mais qui veulent t'aider, hein? Comme je disais tout à l'heure avec Jim Rohn, ils te disent « OK, tu es un petit peu dans le problème, dans la merde, mais je te laisserai pas là. Prends ma main, je vais t'aider. » C'est un peu l'idée. Fait qu'effectivement, mais le pouvoir des pairs, ça a vraiment un impact majeur. Si on est avec des gens négatifs en autour de nous autres, un bon coup, ils nous tirent l'énergie, puis il n'y a plus d'énergie pour le reste. Mais ce que je voulais vous dire dans le petit exercice de tout à l'heure, c'est que même dans la pire personne qui est devant vous, ou que vous voyez à la télé, ou dont vous entendez parler, vous pouvez toujours en tirer une qualité, en tirer quelque chose, et prendre une partie de cette personne qui est brillante, parce que pour être un tyran, il faut être brillant.
Il faut réussir à être un tyran. Oui, effectivement, il faut avoir un impact majeur sur les gens, là. Exactement, les manipulateurs, là, les toxiques, mais ils sont toxiques, ils sont manipulateurs, ils sont narcissiques, ils sont malades, on est d'accord. Mais ils sont brillants. Ils sont brillants parce qu'ils réussissent à vous manipuler, à vous isoler, à faire en sorte que vous n'ayez plus aucune... Ils sont brillants. Il faut être capable de se dire, ok, mais qu'est-ce que je peux prendre de ce gars-là, ou de cette femme-là, de bon, que je vais pouvoir utiliser? Et bien ça, c'est exactement ce que vous pouvez faire devant un obstacle, devant une merde qui vous arrive, une tuile qui vous tombe sur la tête. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, pour moi, qui va me faire avancer, une fois que j'aurai dépassé cet obstacle? Oui, tout à fait, tu as raison. Puis d'ailleurs, j'ai 4 questions que je pose quand je fais ma conférence « Entrer et sortir de l'enfer, naviguer à travers les tempêtes de la vie ». C'est une conférence que je fais autant en grand public qu'en entreprise. Et cette conférence-là, j'ai 4 questions. C'est des questions qui viennent d'un des mentors qui a eu le plus d'impact dans ma vie, c'est Tony Robbins. La première question qu'il demande, c'est quoi la situation exacte aujourd'hui? La deuxième, c'est quels sont les moyens que tu peux prendre? Tu fais tous les moyens que tu pourrais pour régler le problème. Le troisième, c'est de les mettre en action. Qu'est-ce que tu vas faire? Puis la quatrième, c'est qu'est-ce que tu peux apprendre de ça? C'est les 4 questions à se poser pour sortir un petit peu des émotions. Et là, je ne dis pas que ce n'est pas important de vivre les émotions. Il faut les vivre. Mais si on veut sortir pour trouver des solutions pour s'en sortir... Il ne faut pas en sortir, il faut les fructifier. Ben c'est ça, effectivement. Mais si on veut être capable de tomber en mode solution, il faut être capable de rationaliser les choses. Puis des fois, si on se met à focusser sur une situation, tu sais, si tu as une petite tache sur ta chemise, puis tu focuses sur la tache sur la chemise, tu oublies la chemise. C'est vrai, j'ai une tache? Non, j'ai pas de chemise. Tu vois juste la tache là, tu sais. Donc, et les gens, quand ils te regardent, ils ne voient pas ta tache. Mais toi, tu focuses là-dessus, tu as l'impression qu'elle est grosse de même. C'est marrant ce que tu dis parce que avant d'être en Skype avec toi, j'étais en Skype avec une amie coach et elle me disait non mais moi j'arrive pas à faire ma vidéo parce que je veux pas faire cette vidéo comme lui, je veux pas faire une vidéo comme l'autre, je veux pas faire comme tout le monde. Mais je lui dis pourquoi est-ce que tu t'intéresses aux gens comme qui tu veux pas faire? Intéresse-toi aux gens comme qui tu veux faire ou fais même comme toi tu veux faire. Mais arrête de perdre de l'énergie et du temps sur des gens que tu veux pas copier ou que dont tu veux pas t'inspirer. Concentre-toi sur toi ou ceux qui t'inspirent. Et il y a énormément de gens qui perdent de l'énergie. Je vais vous leur dire, vous perdez énormément d'énergie avec à vous focuser sur des trucs. Ah là là, ça j'aime pas, ça j'aime. Putain, concentrez-vous. Excusez-moi, j'ai dit un gros mot, mais concentrez-vous sur ce qui est important, qui vous inspire et dont vous avez envie. Ben effectivement, tu as tellement raison. Puis c'est ça, au fond. Tout ce qu'on résiste persiste. Hein? Puis quand on est en résistance, parce que le changement que tu parlais tout à l'heure, les gens, on vit continuellement des changements. Parce que si on regarde, j'avais vu une image, puis ça avait passé sur Facebook, je trouvais ça tellement drôle. Ça disait « Qui veut du changement? » Et là, tu vois la foule lever leurs bras, tout le monde a le bras levé. Et après ça, ils demandent « Qui veut changer? » Personne ne lève le bras. Fait qu'on veut tous du changement, mais on ne veut pas le vivre, puis on ne veut pas le faire. Et actuellement... Ouais. J'aimerais avoir ton avis là-dessus parce que de plus en plus de compagnies, les gens il y a beaucoup de restructuration. Donc, on a toujours des nouvelles tâches, il y a les nouvelles technologies qui se rajoutent, il y a un paquet de choses dans notre vie de tous les jours qui changent et qu'on doit s'adapter. Mais des fois, quand c'est dans notre vie personnelle, on peut choisir oui ou non. Quand c'est dans notre vie professionnelle, des fois, c'est imposé. Et des fois, la personne qui est partie, elle avait des tâches, puis maintenant, il nous les donne à nous. Et ce n'est pas nécessairement des tâches qu'on est à l'aise à faire avec ça, que toi, l'impact que ces choses-là peuvent avoir sur les gens, peux-tu m'en parler un petit peu? Ben, très simplement, l'impact que faire quelque chose qui ne nous plaît pas ou dont qu'on n'est pas capable de faire. Il y a aussi le fait qu'on est là pour quelque chose et puis on nous file un autre truc parce qu'il y a un absent, parce qu'il faut le faire, mais on n'est pas capable de le faire. Donc ça nous met dans une situation d'échec. En plus, ça nous met dans une situation d'échec où il va falloir faire des efforts pour trouver le moyen de réaliser la tâche. Donc, qu'est-ce qui se passe? On se dit, rien que de se le dire, ça est fait. On n'est pas capable. Ah, je ne vais pas être capable de faire ça. Rien que de vous dire, faites l'essai là, devant votre écran. Je ne suis pas capable. Dites-le vous allez voir l'état dans lequel vous êtes. Puis après, vous faites repasser vite en autre mode. Hein. Dites-vous, mais si, moi je suis capable, j'ai déjà fait ci, j'ai déjà fait ça, pour ne pas rester dans l'énergie. Mais dites-le, je ne suis pas capable, vous allez voir l'énergie, elle est down tout de suite. Et finalement, parce qu'on parlait de managériat, et c'est savoir déléguer, et donner les bonnes choses aux gens, c'est-à-dire en fonction de leurs compétences, en fonction de leurs aptitudes, en fonction de pourquoi ils sont là,
Donc, pourquoi ils ont été embauchés? Si vous leur donnez pas les choses qu'ils sont capables de faire, vous n'allez pas avoir de bons résultats, vous n'allez pas avoir une bonne ambiance parce que l'estime va être basse. Alors que si vous vous inquiétez, et là on revient dans se mettre dans les chaussures de l'autre, si vous vous inquiétez, vous êtes curieux de ce que savent faire les gens, quelles sont leurs compétences, quelles sont leurs envies, quels sont leurs rêves, quelles sont leurs aptitudes cachées qu'ils n'ont pas, enfin, je veux dire qui peuvent être un hobby, mais qui peuvent s'avérer être une mine d'or pour le nouveau projet qui arrive. On ne sait pas. Si vous n'êtes pas curieux, vous ne saurez rien. Donc, une fois que vous serez curieux et que vous aurez, ah bah tiens, lui, il sait faire ça, vous allez pouvoir répartir les tâches et déléguer en toute sécurité. Or, aujourd'hui, effectivement, comme on ne s'inquiète pas de savoir ce que font les gens, on délègue. Et je rappelle que déléguer, ce n'est pas se débarrasser des merdes qu'on ne veut pas faire. Déléguer, c'est donner des tâches enrichissantes et, je dirais, gratifiantes à ses collaborateurs. Alors, si ça peut être en fonction de leurs compétences et de ce pourquoi ils sont engagés, vous allez améliorer leur estime. Ils vont pouvoir peut-être prendre des initiatives, être innovants, être créatifs. Vous allez peut-être être surpris. Et là, on tombe une des raisons, une des craintes de celui qui doit déléguer, c'est que peut-être dans l'eau, il y en a un qui va le dépasser, qui va prendre sa place. C'est une des raisons pour lesquelles on ne délègue pas aussi. Et on parlait des entrepreneurs qui sont finalement les rois des managers parce qu'ils ont toutes les casquettes. Ils doivent faire leur blog, ils doivent faire leurs produits, ils doivent faire leur marque, ils doivent faire tout ça au début parce qu'ils n'ont pas d'argent. Et ils se retrouvent à manager et à avoir besoin de déléguer. Et c'est hyper compliqué parce qu'il y a tous ces freins. Je ne vais pas en parler là, ce n'est pas le sujet, mais il y a tous ces freins qui interviennent quand il s'agit de déléguer. De plus être l'acteur, la star, de plus être dans l'opérationnel, il y a plein de raisons. Et du coup, là, on perd d'estime. Effectivement. Puis moi, moi, j'aime beaucoup la citation, puis je la cite de mémoire. Là, il peut y avoir quelques petites variantes, mais Einstein, quand il dit « Si on juge un poisson par sa capacité à grimper dans un arbre, il va penser qu'il est stupide toute sa vie. » Donc, et c'est ça. Puis aussi, quand on délègue aux gens, il faut y aller avec ce qu'ils aiment. Parce que moi, je suis excellent en comptabilité. J'ai fait des cours au cégep. En comptabilité, je trouvais des erreurs dans mes rapports d'impôts de compagnie pour me faire sauver de l'argent. Je suis très bon là-dedans. Mais si tu me fais faire ça pendant quelques heures, je deviens dépressif. Tu me fais faire des papiers, les boutons me poussent dans le visage. Donc, je déteste ça. Je suis capable, j'ai les compétences, je déteste ça. Je veux rien savoir de ça. Je fais le strict minimum, puis tout ce que je suis capable de faire par mon comptable, je le fais faire parce que j'aime pas ça. Oui, il faut que je supervise, mais j'aime pas ça. Donc, quand on délègue aux gens ou quand on donne des tâches aux gens, puis c'est souvent ça qui arrive dans des compagnies, c'est que des fois, ah oui, lui, il est capable de faire ça, on va lui donner. Mais est-ce que la personne aime ça, faire ça? Quand j'avais mes propres compagnies avec 35-40 employés, moi, ce que j'aimais, c'était d'être avec les gens. Puis il y a beaucoup, j'étais rendu que je faisais 20 heures à 25 heures dans mon bureau à gérer des gens, à former du monde, que je trouvais le fun. Mais moi, je n'étais plus avec les gens, ce qui était ma plus grande force. Je n'étais plus où j'aimais le plus être et aussi où j'étais le plus profitable pour ma compagnie. Parce que je n'avais pas le choix, parce qu'il fallait que je m'occupe des choses. Quand j'avais délégué certaines affaires, des fois, les gens ne le font pas correctement, puis tu te ramasses à obligé de repasser en arrière puis le faire. Fait que c'est un petit peu l'idée. Donner les tâches aux gens qui sont capables, qui aiment, et surtout, avec tous ces changements-là, il faut avoir le temps, parce que quand on est en changement et en adaptation, ça demande du temps. Moi, actuellement, j'ai beaucoup de choses à faire dans ma business au niveau de l'Internet. Il y a beaucoup de choses que je ne connais pas. Dans le moment, mon temps, là, il y a ça de gros que j'apprends à faire. C'est beaucoup plus d'ouvrages à faire et ça tire beaucoup plus d'énergie et ça amène beaucoup plus de frustration que quelque chose, dire je vais faire un post Facebook que je sais faire depuis des années. Frustration, boum, baisse de l'estime. Oui, fait que toi, tu dis que quand on arrive dans une période comme ça, il peut y avoir beaucoup de remise en question de notre estime de soi. Exactement. Je ne suis pas capable. Tu vois, regarde, ça y est, j'ai encore pas réussi à faire tout ce que j'avais écrit sur ma liste. Attention, n'en écrivez pas trop. C'est pareil, c'est de se mettre des objectifs qui sont réalisables. Parce que si vous mettez des super objectifs parce que vous avez beaucoup de choses à faire, c'est pas parce que vous allez les écrire sur une to-do list que vous allez les faire. Non, et n'écrivez que ce que vous savez que vous pourrez faire. Et puis si jamais vous avez tout fait dans un temps record, vous allez bien trouver autre chose à faire. Vous inquiétez pas, hein, vous allez vous en rappeler de ce qu'il y avait d'autre. Donc, soyez juste avec vous. Il ne s'agit pas de vous diminuer, il ne s'agit pas non plus de vous surestimer, parce que se surestimer, c'est nocif, on va à la frustration, parce qu'on va à l'échec. Donc, faites en sorte
de faire les choses qui vont vous permettre de toujours vous sentir en estime, de toujours réussir. Je prends toujours cet exemple de Nadal. Nadal, il a été le joueur de tennis, je sais pas, pour ceux qui connaissent pas, il a été numéro 1 mondial pendant 1 ou 2 ans. Il a gagné X fois Roland-Garros, qui est un grand tournoi sur terre battue en France. Il s'est blessé pendant 8 mois, il y a 2 ans, je crois. Et ben quand il est revenu, il n'a pas entamé, il n'est pas revenu sur un grand chelem, il n'est pas revenu sur un tournoi majeur. Il est allé faire un challenger qui est un tournoi, mais vraiment d'un niveau assez bas. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il allait gagner. Il savait qu'il allait gagner, qu'il allait jouer contre des joueurs contre qui il allait pouvoir mettre ses stratégies en place facilement, sans avoir à puiser dans ses réserves. Parce que le but, c'était pas à tout prix redémarrer comme un fou ou puiser dans ses réserves. Le but, c'était de reconstruire sa confiance, de reconstruire son estime de lui-même, qu'il était capable de faire les choses. Donc, il a fait ça dans un confort relatif. Hein, nous, à son niveau, on se prendrait une tôle. Et il a reconstruit sa confiance parce qu'il a gagné. Il a gagné le tournoi, il a ramené des choses, sa confiance est remontée, l'estime de lui-même est remontée, donc la confiance a encore augmenté aussi. Et du coup, il est revenu petit à petit en faisant 1 ou 2 tournois intermédiaires à un grand chelem. Et puis je crois que même il a gagné dans la foulée quelques gros tournois. Donc, même lui, qui est un champion, il est revenu à des objectifs accessibles, atteignables, même facilement, parce qu'il n'y a pas de mérite. Il n'y a pas plus de mérite à réussir facilement qu'à réussir difficilement. Je ne suis pas d'accord avec ça. La réussite, c'est la réussite. Que ça a été facile ou pas, c'est la réussite. On s'en fout de comment ça s'est passé. Ce qui est important, c'est que vous avez réussi à faire le truc. Ouais, ben, tu as tout à fait raison. Puis au fond aussi, il ne faut pas oublier, parce que souvent, quand on est très bon dans un sujet X, quand on s'en va sur le sujet Y, on recommence à zéro. Mais nous, ce qu'on se rappelle, c'est qu'on était un expert ou un super utilisateur là. C'est comme on va prendre l'exemple d'un logiciel. Tu utilises un logiciel depuis des années, tu es là. Tu commences avec un nouveau logiciel, tu es comme là, mais toi, tu dis, qu'est-ce que ça veut dire que je ne vais pas aussi vite qu'avec l'autre logiciel? Mais tu donnes un processus, tu dis, ben voyons, c'est normal, je l'apprends. Mais on oublie d'appliquer cette théorie-là dans notre vie de tous les jours. Si on apprend des nouvelles compétences, on ne sera pas un expert la première journée. Non, comme on ne l'était pas avec l'ancienne, mais on se rappelle, c'est comme quelqu'un qui a joué au golf pendant des années. Il joue au golf, il joue 85, il est 10 ans sans jouer au golf, il recommence, il ne jouera pas 85. Ça fait 10 ans qu'il ne joue pas, mais il se rappelle comment il tapait la balle la dernière fois qu'il l'a frappé. Exactement. Ou après une blessure comme Nadal, c'est la même chose. Tu te rappelles de où tu étais, le plus haut niveau que tu étais avant, mais pas tout le processus que tu as eu à faire. Ce que ça me fait penser ça, c'est que j'ai une cliente qui était internationale de badminton. Et souvent, je lui dis, mais est-ce que tu te souviens que tu as été international de badminton? Tu t'es entraîné des heures, tu as appris des choses, tu as appris plein de valeurs en faisant ça. Parce qu'elle, en fait, à partir du moment où elle a pu être internationale, que le badminton était fini, elle a rayé de sa vie cette partie-là. Sauf que dans cette partie-là d'excellence, mais il y avait une tonne de briques, de compétences à amener dans sa vie, qu'elle allait pouvoir réutiliser. Et le travail qu'on a fait au début, c'est qu'on est allé rechercher. Je lui disais, mais quand tu étais dans un match, que c'était 19-19, qu'il fallait aller en 21, et que c'était l'autre qui était au service, comment tu faisais pour te concentrer? Comment tu faisais pour réussir à rester présente? Comment tu faisais pour ne pas être stressé? Comment tu faisais, j'ai dû lui poser 8 milliards de fois. Et au bout d'un moment, elle s'est dit, oh là là, mais c'est effectivement, j'ai un tas de ressources dont je ne me servais pas dans ma vie de tous les jours. Et c'est ça qu'il faut apprendre à faire aussi, c'est que allez chercher là où vous êtes excellent et regardez ce que vous pouvez prendre pour l'amener dans d'autres domaines. C'est ce qu'on appelle, je crois, la transversalité. Moi, j'étais prof de PS et effectivement, on fait plein d'activités physiques et on essaye de voir quelles sont les compétences transversales, c'est-à-dire les compétences transversales, transférables qu'on va pouvoir emmener du basket au badminton, du badminton à la gym, Et en fait, on a des tas de compétences qui sont universelles et qui vont servir dans toutes les activités. On a juste oublié, et c'est un petit peu de le ramener consciemment à l'esprit. Puis c'est ça que tu dis, quand tu parles d'estime de soi, tu disais tout à l'heure, il faut faire attention comment on se parle. Parce qu'on est toujours à l'écoute. Hein? Notre cerveau, là, si on se donne, on se pitch un paquet de reproches, de frustrations, de tout ce qu'on veut, on est toujours à l'écoute. Le meilleur exemple de ça que j'ai, c'est que j'ai eu une conjointe pendant 5 ans qui, elle, a beaucoup d'une journée, sa to-do list, là, hein, c'était élevé.
hein, vraiment une to-do list là, des ligues majeures. Elle se mettait genre 85 affaires dans la journée, là, et les gens normaux s'en seraient mis 50. Elle en avait mis 85, elle en faisait 84 ou 83, qui étaient 30 de plus, 35 de plus, 34 de plus que ce que les gens feraient normalement, et elle se sentait comme de la merde parce qu'elle n'a pas fait la liste. Mais je disais, voyons, c'était pas faisable de faire ça. Et si tu fais ça aujourd'hui, demain, tu es couché toute la journée parce que tu es brûlé. Tu n'es pas avancé. Tu fais 2 journées dans une, mais le lendemain, tu te reposes. Dose tes choses, fais-en moins, puis demain, tu vas avoir de l'énergie. Donc, c'est un petit peu de se mettre des attentes réalistes, parce que l'estime de soi, si tu dis « je ne suis pas capable d'atteindre mes choses », bien, au fond, regarde comment tu avais planifié ton temps. Si tu essaies de planifier 32 heures de choses dans 24 heures, ça ne marche pas. Ça va être facile. Non. Et effectivement, elle se met toute seule, enfin, les personnes qui font ça se mettent toutes seules en difficulté. Et il faut se dire que, finalement, posez-vous la question, à quoi ça sert que je fasse autant de choses? De quoi je profite? Et là, on va revenir sur l'instant présent, le moment présent, parce que l'estime de soi, c'est aussi en savourant les choses, en profitant des choses, en s'imprégnant des choses qu'on va la faire gonfler, cette estime. Parce qu'on va être dans le plaisir, dans le bien-être. Et dans ces cas-là, quand on est dans le plaisir, dans le bien-être, tout est possible. Hein. L'estime de soi, elle est haute. Hein. On se sent capable. On se sent capable. Eh bien, ça va être toujours de faire attention, de ne pas se mettre en difficulté. Il y a déjà tellement de choses autour de nous qui vont nous mettre en difficulté. Veillons-nous à être impeccables avec nous-mêmes et à ne pas nous mettre des exigences. Alors, demandons-nous, qu'est-ce qui fait qu'elle se mettait 84 choses à faire sur sa liste? Est-ce que dans son enfance, on lui a toujours dit qu'il fallait qu'elle remplisse sa journée? Est-ce que le vide, c'était les fainéants? Est-ce que... Voilà, après, voilà, il faut que vous soyez capable d'aller chercher, vous, dans votre profondeur, quelle est la partie de vous qui vous fait faire ça? Alors, on rentre dans de la PNL un peu plus mais c'est ça. Quelle est la partie de moi qui se satisfait à me foutre dans la merde volontairement? Ben, c'est ça, tout à fait. Tu as tout à fait raison, parce qu'il faut aller des fois un petit peu plus loin. Parce que si on essaie de changer un comportement, mais qu'on ne se trouve pas la raison du comportement, on va toujours recommencer parce qu'on n'a pas réglé la source du problème ou la source qui amène à ça. Comprendre pourquoi je fais ça. Il ne s'agit pas d'y rester des plombs, mais comprendre pourquoi je fais ça. Et alors, entendons-nous bien, hein, vous savez, ces phrases un peu... des phrases inspirantes, mais il faut les prendre que comme des phrases inspirantes. Quand l'attitude va, tout va. Oui, ok, mais si vous bottez pas un peu les fesses, ça suffira pas de se répéter la phrase comme un mantra. Il va falloir passer à l'action, il va falloir prendre des risques, il va falloir oser rater. J'ai envie de te partager un truc. L'école qui m'a formé au coaching propose aussi 5 retraites de leadership. Et ce qui est intéressant dans ces retraites de leadership, c'est qu'il y en a une où pendant toute une journée, ils ont une étiquette et c'est écrit ici « J'ai échoué ». Et chaque fois dans la journée qu'ils échouent dans quelque chose, ils font un trait. Et ce qu'on leur donne comme consigne, c'est qu'à la fin de la journée, cette étiquette soit noire de traits. On leur demande d'échouer consciemment. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, s'ils ont échoué, ça veut dire qu'ils ont essayé quelque chose de nouveau. Ça veut dire qu'ils ont pris un risque. Ça veut dire qu'ils ont osé. Ça veut dire qu'ils ont changé la façon dont ils faisaient les choses. Ça veut dire qu'ils ont tenté des choses. Voilà ce que ça veut dire. Et si on prend l'échec comme ça, comme un renouveau, comme une nouveauté, comme une prise de risque, je vous jure que vous allez voir, l'échec va changer à vos yeux et ça va devenir une opportunité d'apprendre, de grandir et d'être meilleur, une meilleure version de vous-même encore plus. Et là, votre estime, pareil, elle va regonfler. Ben oui, tu as tout à fait raison. Puis vraiment, l'estime de soi, quand on le décrit de la façon que toi, tu décris les choses, les entrepreneurs, on le voit très bien que des fois, hein, on ne se rappelle plus de nos succès, mais on se rappelle beaucoup de nos échecs. On a eu plusieurs succès, plusieurs choses qu'on a fait dans le passé. Il faut ramener ça à notre esprit, puis moi, je dis tout le temps, célébrer les petites victoires. Comme moi, j'ai un logiciel d'envoi de courriel qui est Infusionsoft. J'ai pris une formation là-dedans, puis là, j'essayais de faire des choses. C'est un logiciel qui est très complexe. Et si je focus sur le fait de dire, est-ce que j'ai réussi à tout créer ce que je voulais créer actuellement? Non. Mais si je regarde que j'ai appris 3, 4, 5 affaires majeures que j'ai appris, c'est des petites victoires.
Puis des fois, on voit pas le produit fini encore. Tu sais, quand on bâtit une maison, là, quand tu es en train de faire les plans chez vous, là, ou que le gars, il dessine tes plans, là, sur le terrain, il n'y a rien qui se fait, là. Et des fois, on oublie ça. On a l'impression que tant que la maison n'est pas toute construite, on n'a rien fait. Non, il y a un paquet d'étapes à faire avant. Tu as acheté le terrain, tu as fait le financement, tu as fait faire les plans. Donc, c'est un petit peu la même chose. Ne pas oublier que tout ça, c'est des petites victoires. Aussi, c'est des petites réalisations qu'il faut garder à l'esprit. En fait, il n'y a pas de petites victoires. Il n'y a que des victoires ou des réussites. Et ça me faisait, pendant que tu racontais, je me revoyais la première fois que j'ai trouvé tout seul un code hein, pour informatique, pour que un bouton renvoie vers une page en ouvrant une nouvelle page. Et quand j'ai trouvé le code et que j'ai cliqué sur le bouton et que ça marchait, j'étais comme un gamin qui avait découvert un trésor. J'étais heureux. Et pourtant, c'était juste... Aujourd'hui, je le fais de tête. Je le fais même plus. Hein. Là, j'avais cherché, j'avais trouvé exactement des codes, j'avais fait des copier-coller. Et ging, tout d'un coup, ça s'est mis à marcher. Bah ça, c'est fantastique. C'était juste une ligne de code. Et tu as dit le mot magique là-dedans. Tu as dit j'étais comme un gamin. Un gamin, ça fait quoi quand c'est content? Ça saute partout, ça sourit, ça crie, ça chante, ça fait tous les temps. Et ça. J'ai une de mes amies qui fait de très belles réalisations. Puis Boca m'a dit, Daniel, je fais juste travailler, je travaille fort, mes affaires, ça va bien, puis tout. Moi, j'ai pas de fun. Mais j'ai dit, c'est pas compliqué. C'est que tu célèbres aucun de tes succès. Ton cerveau, là, tu travailles, c'est pas nécessairement toujours, OK, ça peut satisfaire notre esprit de dire, j'ai réalisé tout ça. Mais si on ne les célèbre pas, puis on ne fête pas, Tony Robbins, c'est un grand fan de ça, de dire, mettez-vous de musique, sautez partout, faites ce qui vous tente, payez-vous un souper spécial, faites une occasion, tapez-vous dans le dos, peu importe qu'est-ce que vous allez faire, n'oubliez pas de vous féliciter, puis de célébrer. Notre cerveau, dans ce temps-là, il dit, hey, j'ai du fun à réaliser. Et réaliser en soi, c'est pas un but en soi, c'est le fun. Mais notre cerveau n'enregistre pas le plaisir. Hein? Puis ce qui nous mène, c'est soit éviter la douleur ou avoir plus de plaisir. Il y a besoin d'ancrer la réussite à un plaisir. C'est ce qu'on fait en allant festoyer. Et ce que tu racontes là, ça me fait remonter une anecdote sur un coaching. Une femme que je coach qui avait du mal à célébrer. Oui, je coach beaucoup de femmes, hein, pour tout vous dire. C'est 95% de ma clientèle. C'est comme ça. Je pense que j'ai une énergie... j'ai une intelligence émotionnelle. Tu me demandais mon don tout à l'heure. Cette intelligence émotionnelle, j'ai très 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 grosse intuition et je pense que ça attire les femmes et ça me convient parce que c'est une sensibilité que j'aime coacher. Je reviens à mon exemple et donc elle ne savait pas célébrer. Et je lui dis, c'est quoi la dernière chose que tu as célébrée? Une femme qui avait plus de 60 ans. Je me souviens d'un anniversaire. Je lui dis, hein? T'as rien d'autre? J'ai dit, ton bac, tu l'as pas fêté? Non, j'ai pas fêté mon bac. J'ai dit, bouge pas, la séance est finie. Ce soir, là, tout de suite, t'appelles des amis, tu leur dis, on va fêter mon bac. Ils vont te répondre, mais ça fait 45 ans que tu l'as eu, c'est pas grave, tu vas fêter ton bac ce soir. Elle est allée fêter son bac. Le soir même, elle m'a envoyé une photo avec ses amis. Alors au début, elle m'a dit, oh non, mais mes amis, ils vont pas vouloir, ils vont jamais répondre. Et puis au bout du compte, ils étaient tous comme des fous. Et à 60 balais, elle a fêté son bac. Et c'est comme si je lui avais ouvert un compte en banque avec 10 millions de dollars dessus. Hein. Pour elle, c'était énorme. Vous voyez, hein, le plaisir, il est pas arrêté. Hein, ça peut être n'importe quoi. Et donc, juste ça. Donc, savourez. N'attendez pas 40 ans pour savourer les choses. Savourez vos réussites. Il ne s'agit pas d'en faire des tonnes, mais juste de marquer le coup et de dire « Waouh, je suis content ». Ça peut être juste un petit geste. Après, c'est un gros truc, ça peut être un repas. Enfin, c'est en fonction de ce que vous réussissez. Mais ce qui est le fun de voir ça, c'est qu'au fond, quand tu parlais tout à l'heure, quand on fait des choses, si on célèbre quelque chose, notre cerveau enregistre qu'on a fait une réussite de quelque chose qui a une importance. Et quand on parle d'estime de soi et de confiance en soi, c'est un impact majeur sur ça. Parce qu'on vient de dire, « Hey, j'ai atteint ça, mon cerveau, j'y ai envoyé le message que j'ai réussi quelque chose. » Si on réussit, tu sais, je me rappellerai tout le temps quand j'étais jeune, la première fois que j'ai attaché mes souliers, là, tout seul, là. Et j'étais fier, parce que mon meilleur ami, j'avais réussi à m'attacher mes souliers 2 jours plus vite que lui. J'étais donc content d'attacher mes souliers moi-même. Ma mère, finalement, n'aura plus besoin de le faire, j'aurais plus besoin de demander tout le temps à quelqu'un. C'est quelque chose d'anodin, mais pour moi, c'était merveilleux à ce moment-là. Mais on oublie dans notre vie d'adulte que des fois, attacher nos souliers, hein, ça peut avoir un impact majeur. Je vais faire un truc, je vais disparaître pendant 2 secondes, mais tu vas voir, ça vaut la peine. D'accord, je fais un truc, hein.
Et en passant, j'espère que vous aimez toujours cette conversation-là. On arrive à la fin, mais c'est vraiment super. Vas-y, mon GP, montre-moi. N'oubliez jamais, jamais de faire appel à votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur, c'est lui qui va vous rappeler qu'il y a des choses qui sont plus graves que ce qui vous arrive. C'est lui qui va vous rappeler que vous avez su vous amuser à un moment donné. C'est lui qui va vous rappeler que vous avez su savourer, vous avez su être joyeux. Et s'il faut remonter jusqu'à l'âge de 4 ans, remontez jusqu'à l'âge de 4 ans pour vous rappeler de qui vous étiez quand vous étiez un enfant. Et laissez-lui sa place parce que c'est la créativité, c'est le côté espiègle, c'est le côté artiste, c'est le côté joyeux, c'est le côté poète, c'est le côté imaginatif, l'enfant, inventif. Si vous enlevez ça de votre vie, vous vous rendez compte. Et un bon truc pour l'estime. N'hésitez pas, le ridicule ça tue pas, sinon je serais mort depuis longtemps, ma nécrologie aurait été faite. Ne vous prenez pas au sérieux, restez simple, restez humble, prenez les choses comme elles viennent. Et puis, bah voilà, oui, je suis joli avec un nez rouge quand même, hein, c'est sympathique. Ça donne un beau look. Donc, si je reviens un peu avec ça en terminant bientôt notre affaire, mettons, là, les gens, là, mettons, tu as 3 trucs à leur dire, 3 choses, juste 3 choses qui te viennent rapidement à l'esprit, qui dit pour augmenter ou maintenir votre estime de soi. Tu viens de m'en donner un comme dire, prenez-vous pas au sérieux, là, mais... Donc, rappelez-vous de quel enfant vous étiez, de ce que vous avez osé quand vous étiez enfant. Rappelez-vous de ce que vous avez réussi. Si vous devez retourner dans le passé, c'est pour vous rappeler de ce que vous avez réussi et pour en tirer des forces que vous allez ramener dans le présent au service du futur. Je vous la refais ? Oui. Souvenez-vous de vos réussites passées pour les mettre dans le présent, les utiliser au service de votre futur. Et puis, j'ai envie de dire, un petit exercice à faire là, dès que vous aurez raccroché cet entretien. Établissez la liste de vos 50 qualités. J'ai bien dit 50. Et vous allez voir que votre estime va remonter. Et vous allez en trouver plus de 50, moi je vous le dis. C'est 3 choses que vous pouvez faire pour remonter votre estime dès maintenant. Ben c'est super. Écoute, JP, les gens qui veulent te suivre, je sais que tu fais des webinaires, tu fais des formations. Tu as une page, je vais te laisser en parler dans quelques secondes, mais tu as ta page Facebook. Oui. Ta vie sublime, que les gens peuvent aller te suivre sur Facebook, Exactement. Dans laquelle tu donnes beaucoup de contenu. Je donne beaucoup de contenu, je donne des vidéos, je fais des slides inspirantes avec des phrases comme l'attitude, quand l'attitude va, tout va, mais il ne faut pas les prendre au pied de la lettre, il faut aller plus loin que ça, ce n'est qu'un support. Je fais des lives aussi, donc je fais en général 2 lives par semaine, un à 7h30 le lundi matin qui est plus dédié à la vie professionnelle, donc les soucis interpersonnels, des relations interpersonnelles que vous avez au travail, donc les soucis que vous pouvez avoir dans les relations. Tout à l'heure, on a parlé de déléguer, c'est une forme de relation. Et j'en fais un le mercredi midi qui est plus sur les relations dans leur ensemble, les problématiques relationnelles entre la famille, dans la communauté, etc., dans votre vie entière. Voilà, c'est deux lives, donc un à 7h30, un à 12h45. Et puis là, je lance ma formation en ligne, donc sur l'estime. Et il y a prochainement un webinaire, vous avez ça sur ma page. Les webinaires sont annoncés sur la page en général une semaine avant ou 15 jours avant. Voilà, c'est souvent un webinaire sur l'estime, sur les relations et sur l'impact qu'on peut avoir autour de soi en fonction de son comportement. C'est un peu récurrent, ça revient. Je change un peu l'intérieur, toujours, j'aime bien renouveler. Donc, comme toi, j'ai été prof de PS remplaçant, donc je me suis habitué à renouveler mon contenu tous les ans. Donc, c'est vrai que je peux vous faire 2 fois un webinaire sur les relations, mais il y aura des choses différentes dedans. C'est comme ça, c'est mon fonctionnement. Ouais, ben... Voilà. Et puis, vous avez mon site internet, jean-pierrebonnet.com, www.jean-pierrebonnet, tout attaché.com. Et là, vous allez pouvoir avoir les dernières infos. Je mets les lives en replay sur une page, le coin des lives. Et puis, vous pouvez vous inscrire à mon petit opt-in où j'offre 3 vidéos. On parlait de comment faire pour débloquer une situation. 3 vidéos où dedans, je vous explique faire un bilan sur ce qui vient d'être fait ou si ce qui est interrompu. Trouver ce qu'on va mettre en place pour remplacer les choses qui n'ont pas fonctionné et apprendre à trouver les priorités de ce qu'il y a à faire en premier. Donc, il y a 3 vidéos comme ça qui vous permettent de faire un petit peu un bilan de cette situation bloquée et de la débloquer. Voilà. Ben, c'est super. Fait qu'écoute, si les gens sont intéressés à te suivre, il y a des endroits. Tu fais aussi du coaching
de groupe coaching individuel. Oui. Donc, si les gens peuvent s'informer sur ton site Internet de toute façon de ça, et en plus d'être un super bon ami, t'es vraiment un bon coach parce que tu as une façon d'amener les choses straight to the point, mais tout en étant très gentil. Fait que les gens qui sont intéressés, vous pouvez suivre Jean-Pierre là-dedans, puis moi, je l'appelle tout le temps JP. Je le connais plus sur JP que Jean-Pierre, mais les gens peuvent te suivre de ce côté-là. Et en terminant, ce qui est important toujours, puis les gens qui nous suivent, et c'est quelque chose que je me répète régulièrement, c'est où notre focus est. Hein? Ils disent en anglais « Where focus goes, energy flows ». C'est où on met le focus, c'est là que notre énergie va. Si cette énergie-là va vers le positif pour se rappeler de ce qu'on a fait de bien, on a en tête, nous, des choses qui sont bonnes. Si on se met à focuser, on a tous manqué des choses dans notre vie. Et si jamais on focus sur ce qu'on n'a pas fait, bien, ça fait juste nous faire sentir comme de la merde, mais ça ne nous aide pas à nous sortir et à améliorer les choses. Donc, n'oublions pas de mettre le focus aux bonnes places. Puis tu en as parlé aujourd'hui dans l'estime de soi. Si tu focuses sur tout ce que tu as manqué dans ta vie, ça ne t'aide pas au niveau de ton estime et ta confiance. Non. Donc, commençons par la bonne chose. Augmentons notre estime de soi en focusant sur les choses positives. Et n'hésitez pas à aller suivre Jean-Pierre et JP sur ces choses. Vous allez adorer. Fait que je te remercie énormément d'avoir accepté de faire cette entrevue-là puis de partager tes bons trucs puis cette belle conversation-là avec les gens qui nous suivent actuellement. Fait que merci JP, super apprécié. Puis moi, ben, ici étant Daniel Genet de Détox ta vie, suivez-nous sur le site. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook à Détox ta vie, et la page, mon site internet qui est www.detoxtavie.com. Donc, je vous revois lors de la prochaine entrevue. Merci JP, on se revoit bientôt. Bonne journée tout le monde. Merci à Daniel. À bientôt. Ciao.